Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Delta Talk, épisode que j'avais particulièrement hâte de commencer à tourner parce qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir Mathieu Birac et Camille Foran qui sont tous les deux au COMEX de deux super boîtes, à savoir Doctolib et Welcome. Alors moi j'avais hâte de vous recevoir aujourd'hui, pas que parce que vous avez des super postes dans les super boîtes, mais aussi parce que vous avez une trajectoire hyper intéressante en fait, à analyser pour les étudiants et pour les lycéens, à savoir qu'est-ce que ça fait au quotidien d'être dans une structure en hypercroissance. Est-ce qu'on peut anticiper en fait une hypercroissance comme ça? Et surtout, commencer à décrypter quels sont les enjeux derrière et les nouvelles responsabilités. Il y a des challenges qui vont venir se poser. Évidemment, comment on continue à faire de la qualité dans un contexte pareil, comment on peut assurer la cohérence dans le recrutement, potentiellement aussi, est-ce qu'on peut continuer à assurer le bien-être au travail et peut-être répondre à une question, est-ce qu'il faut continuer à parler d'hypercroissance? Faut-il parler d'hypercroissance? Et surtout, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à des nouveaux modèles de croissance durable avec ces nouveaux enjeux dont on va parler? Donc voilà, bonjour à tous les deux. Ravi et merci encore de venir aujourd'hui. Et on va commencer, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par toi, Camille. Camille, toi, tu avais démarré ta carrière, tu avais fait tes armes en fusion-acquisition, il me semble, et conseil en strat, avant de rejoindre l'aventure chez Welcome. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, moi j'ai fait une école de commerce et à la suite de ça, j'ai fait des stages en fusion-acquisition et puis après j'ai fait, donc, comme tu le disais, du conseil. Ça j'ai fait pendant 4 ans et au bout de 4 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai envie d'un peu plus m'amuser dans ma vie pro. Et donc j'ai rencontré par hasard les fondateurs de Welcome to the Jungle qui montaient le projet en 2016. Et à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un pour développer le business. Moi, je n'avais jamais fait ça, mais je trouvais ça intéressant. Et donc voilà, je les ai rejoints à ce moment-là. Et puis 6 ans plus tard, on a bien grandi. Et moi, j'ai grandi avec le projet. Et aujourd'hui, je suis directrice générale de Welcome. Donc j'assure la direction de l'entreprise avec Jérémy, qui est le CEO de la boîte. Ok. Voilà. Et donc toi, quand tu as rejoint Welcome to the Jungle, vous étiez combien à l'origine? On était une petite dizaine et aujourd'hui, on est plus de 300. Okay. Et Welcome, d'ailleurs, je n'ai pas présenté, mais Welcome to the Jungle, c'est un site pour trouver du travail. Et on essaye de le penser pour les candidats. Donc c'est un site où il va y avoir une expérience enrichie avec du contenu, donc des articles qui aident à te repérer dans le monde du travail, mais aussi des profils entreprises où tu as un maximum de contexte en tant que candidat sur l'entreprise que tu peux rejoindre, des photos, des vidéos, des stats, et puis des offres d'emploi. Et nous, notre mojo, c'est de penser que le candidat, il a besoin d'avoir ces informations de contexte pour se projeter dans une entreprise. Ce n'est pas transactionnel, juste une offre, je postule et puis on verra bien. Ok, très bien. Et donc, en gros, le gros de vos équipes, c'est beaucoup, j'imagine, de journalistes et de gens responsables des partenariats. On a des équipes assez pluridisciplinaires. Dans les 300 personnes, tu vas avoir beaucoup de commerciaux. Donc, c'est un tiers des équipes. Les commerciaux, eux, c'est ceux qui sont en relation avec nos clients, les entreprises, et qui vont rencontrer les entreprises et les faire rejoindre Welcome to the Jungle, puis les fidéliser. Et après, on a beaucoup de personnes en tech et produits, parce que d'ailleurs, on a une plateforme et des solutions techniques que l'on met à disposition de nos clients. Donc ça, c'est à peu près, je ne sais pas, 80 personnes. Et puis ensuite, on a des journalistes, effectivement, qui, eux, créent le contenu au quotidien. Et après, des fonctions support essentielles pour la structuration de la boîte. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et on va passer à toi, Mathieu. Il me semble pareil, toi tu avais commencé en banque, en fusion-acquisition, avant après de rejoindre une première start-up en hypercroissance à l'époque, Take It Easy, et aujourd'hui chez Doctolib. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Exactement, j'ai un parcours qui est un peu similaire à celui de Camille, puisque j'ai fait une école de commerce aussi, et après mon école de commerce, j'ai travaillé pendant 4 ans en finance, en fusion-acquisition, dans une banque qui s'appelle Rothschild. Et en fait, pareil que Camille, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que ma courbe d'apprentissage ralentissait un petit peu et que finalement, en fait, si je continuais dans ce métier-là, j'allais continuer à apprendre, bien sûr, mais moins rapidement que les 4 premières années. Et c'est pas ce que je voulais parce que j'étais jeune. Je suis encore jeune, mais j'étais très jeune à l'époque et donc ce n'était pas le but de ralentir ma courbe d'apprentissage. Donc j'ai décidé de faire un truc très différent et de rentrer dans le monde de la tech, des startups. D'abord dans une entreprise, comme tu disais, de livraison à domicile qui s'appelait Take It Easy, qui faisait partie de la première vague des entreprises de livraison et de food tech qu'on a eu après et qu'on a encore aujourd'hui. Et donc quand j'ai rejoint cette entreprise, on était une dizaine et moi j'étais en charge en fait du développement de Take It Easy sur la France. Okay. J'étais directeur général de Take It Easy pour la France.
Je suis resté là-bas pendant à peu près 2 ans, jusqu'à ce qu'on soit à peu près 200. Et après, en fait, j'ai rejoint Doctolib à ce moment-là, donc en 2016. Et donc, ça fait 6 ans et demi que j'y suis. Et chez Doctolib, je me suis d'abord occupé du développement international. Donc, concrètement, ouvrir Doctolib en Allemagne. Et depuis un peu plus de 3 ans et demi maintenant, je suis DRH pour Doctolib. D'accord, très bien. Et quand tu as rejoint Doctolib en 2016, vous étiez combien à ce moment-là? On était 200. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai rejoint la première boîte en startup, on était une dizaine, donc vraiment le tout début. Et quand je suis parti de cette première entreprise, on était 200. J'ai rejoint Docto, on était 200. Et aujourd'hui, on est un peu moins de 3000. Donc en fait, sur les 8 dernières années, j'ai fait chronologiquement de 10 employés à peu près à 3000. Quoi. Voilà. Ok. Et 3000 répartis du coup France, Allemagne France, Allemagne et Italie aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord. Félicitations pour ce parcours. Et si vous voulez, on va rentrer un peu dans la deuxième phase, à savoir sommairement, en fait, c'est quoi l'hypercroissance? C'est un terme qu'on entend pas mal, qui peut être plus ou moins galvaudé. Donc on peut effectivement rentrer là-dedans. Toi, Camille, concrètement, si aujourd'hui là, tu devais parler à un lycéen ou à un étudiant, comment tu définirais l'hypercroissance? Et surtout, un peu plus loin, quels sont les principaux risques ou challenges un peu à aborder quand on est dans un contexte pareil? Ouais, l'hypercroissance, le mot dit ce que c'est, quoi. Donc c'est une croissance qui va très très vite, voire anormalement vite. Hyper, c'est anormalement vite. Je pense que concrètement dans une entreprise, donc ça a été la grosse tendance d'ailleurs de toutes les boîtes de la tech là récemment. L'idée c'est de se dire, le but c'est de générer le plus vite possible de la croissance de chiffre d'affaires. Donc tu vas regarder ta top line, quoi qu'il en coûte quelque part. Et donc le premier objectif, c'est de faire grossir ton chiffre d'affaires en investissant massivement, voire beaucoup plus que ce que tu ne gagnes vraiment. Et en te disant, du coup, cette vitesse-là va me permettre de gagner très gros dans plusieurs années. C'est assez risqué parce que du coup, tu mets beaucoup d'argent sur la table dès le départ, tu investis beaucoup, et puis tu te dis, ça va me permettre de créer très vite une croissance de chiffre d'affaires. Et ces investissements, généralement, ils vont venir servir du recrutement d'équipes. Donc, c'est des entreprises qui vont très rapidement accroître le nombre d'employés et passer parfois de 0 à 500 en l'espace de quelques mois. Ce qui est de l'hypercroissance quand tu peux regarder, je sais pas, les grandes, les LVMH ou autres grosses structures françaises qui ont mis des années en fait tu vois. Donc moi c'est ma définition à moi. Et les risques c'est aller trop vite, ça peut se faire de manière un peu périlleuse. Parce que prendre le temps, c'est aussi prendre le temps de bien faire. Quand tu grandis trop vite et que tu n'as pas le temps de digérer, en fait. Tu n'as pas le temps de digérer ces personnes que tu recrutes, que tu dois former, que tu dois onboarder, que tu dois faire grandir avec une culture que tu dois même définir. Tu es un peu dépassé par ton projet. Je pense que le risque, c'est qu'à un moment donné, ton projet devienne beaucoup plus gros que toi et que tu n'arrives plus à le maîtriser. On y reviendra peut-être après, mais le facteur humain, c'est le plus important, je pense, qui peut être compliqué à maîtriser dans un cadre d'hypercroissance. Voilà. Okay. Si c'est clair. C'est hyper clair, c'est hyper clair. Il y a cette notion du quoi qu'il en coûte qui est hyper intéressante. On aura l'occasion d'y revenir. Toi, Mathieu, tu as vécu effectivement la même expérience. Est-ce que tu étais préparé concrètement à vivre dans un cadre où on passe de 10 à 100 à 200 à 3000 Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment s'y préparer? Faut-il s'y préparer? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas du tout les choix que j'ai faits de carrière depuis que j'ai commencé à bosser. Je les ai pas faits du tout dans une optique de me dire je veux absolument être dans une entreprise qui va grandir très vite. Moi, les projets que j'ai rejoints, c'était surtout pour le projet, pour l'ambition, pour la mission. Je pensais pareil pour Camille. Et donc, en fait, je m'étais pas dit avant de rentrer chez Take It Easy ou avant de rentrer chez Doctolib, on va faire 20%, 30% de croissance par semaine ou 100% par mois. Il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est très compliqué de s'y préparer. Je pense que Camille a bien décrit ce que c'est l'hypercroissance. Ça me fait penser un peu, et comme on parle à des gens qui sont un peu jeunes, mais quand tu vois des adolescents, tu les vois avant l'été et après l'été, ils ont grandi et ils ont des bras trop grands, les jambes trop grandes, ils ne savent pas où se mettre. Il y a un peu de ça dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est un peu incontrôlé. Et donc, du coup, après, ça met un peu de temps avant de se caler au bon endroit. Et donc, c'est un peu ce que tu vis à ce moment-là. C'est très difficile de s'y préparer parce que tu ne sais pas par où ça va, comment ça va se faire, par où ça va grandir, où est-ce que ça va bugger. Et donc, je pense que moi, de ce que je me dis, ce que j'en ai retiré, c'est que
si tu rentres dans une entreprise ou si ce qui t'intéresse c'est la croissance, il faut être assez humble pour se dire que chaque jour, en fait, tu vas avoir des problèmes que tu n'as jamais résolus. Et donc, en fait, si tu as cette mentalité-là, après, c'est beaucoup plus simple. Si tu te dis que chaque jour, en fait, tu vas devoir résoudre des problèmes ou demander des conseils ou te tromper, en fait, après, ça va. Mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que tu n'es pas du tout dans ta zone de confort. Et donc, ça veut dire que quand tu n'es pas dans ta zone de confort pendant 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, c'est incroyable parce que tu apprends énormément. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être bien équilibré par ailleurs parce que ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Ok. Ouais, donc potentiellement, le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un jeune qui voudrait vivre, en tout cas ce genre d'aventure, ce genre d'expérience, ce serait de se préparer, avoir un accompagnement sur des compétences un peu plus douces comme apprendre à gérer son stress, à gérer l'incertitude. Ouais, je pense que c'est hyper important pour le coup. Je pense que c'est le truc où j'ai le plus appris. C'est-à-dire autant dans ma première période en conseil, où là en l'occurrence c'était en finance, mais c'est pareil. Là j'ai appris beaucoup de hard skills. Donc comment tu fais un Excel, comment tu comptes, etc., comment tu présentes. Et ça c'est hyper important aussi pour le coup. Moi ça me sert encore aujourd'hui. Par contre sur les 6-8 dernières années, là où j'ai plus progressé, c'est sur ce que tu disais des soft skills. Ça veut dire l'empathie, ça veut dire le management, plein de trucs qui sont difficiles qu'on t'apprend clairement pas dans les écoles de commerce traditionnelles, mais qui sont hyper importantes dans des contextes beaucoup plus agiles de croissance ou de transformation, quoi. Ouais. Aussi bien pour être performant, pour se sentir bien en fait dans son travail, quoi. Ouais. Ça, je pense, c'est extrêmement fondamental. Puis je rejoins Mathieu, je trouve que je suis pas sûre que ce soit une fin en soi de rejoindre un projet en hyper croissance quand tu es jeune. C'est hyper important que ça te parle en termes de sens et de mission, parce que c'est tellement exigeant, ça va tellement de prendre d'énergie, de remise en question, parfois de difficultés, mais aussi de victoires, que si tu trouves pas du sens dans ce que tu fais, ça peut être une grosse machine à laver dans laquelle tu es perdu. Donc de l'hypercroissance, quand tu es hyper fier de voir le projet auquel tu crois grandir et prendre de la place, c'est stimulant, c'est la bonne étoile polaire quoi, que tu as envie de suivre. L'hypercroissance, si tu ne comprends pas le sens ou si tu n'es pas en raccord avec l'impact que ta boîte sur le monde extérieur, ça peut être compliqué, je pense, à vivre. Ouais. Voilà. Faut pas oublier aussi l'intérêt que tu as pour le projet, quoi. Ok, hyper intéressant. Ça fait une bonne transition d'ailleurs avec les questions qu'on va aborder par la suite. À savoir parler un peu de la face sombre, la face cachée de l'hypercroissance. Ça fait un peu titre de presse foireux, mais concrètement, toi Mathieu, tu dirais c'est quoi le principal pain point, la principale difficulté, principal écueil qu'on rencontre dans ce genre de contexte? Est-ce que tu as des exemples précis? Camille le disait un peu tout à l'heure, ce qui est pas évident quand tu grandis très vite, c'est que tu dois faire beaucoup de choses en même temps. Quand tu fais beaucoup de choses en même temps, tu peux vite perdre le sens des priorités, soit pour répondre à la question ok, pourquoi je me lève tous les matins, soit pour juste te dire en fait qu'est-ce qui est le plus important dans mon entreprise ou sur mon projet. Et c'est ça qui est très, très difficile, c'est comment tu arrives à faire beaucoup de choses en même temps, donc à être très concentré sur l'exécution tous les jours, tous les trimestres, toutes les semaines, etc. Et en même temps pas perdre de vue le projet long terme. Et donc moi, c'est ça que j'ai appris, je pense, le plus chez Doctolib. Et je pense que Doctolib, pour le coup, notamment le fondateur, est très fort sur ça. Sur comment tu mets une attention toute particulière à la qualité de ce que tu fais tous les jours, chaque heure, chaque jour vraiment. Mais en même temps, tu ne perds pas de vue pourquoi tu fais ça et ce que tu veux construire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est cette espèce de tension entre la concentration et être sûr de ne pas trébucher. Et en même temps, pouvoir regarder, tu veux à la fois regarder tes pieds pour ne pas tomber, et en même temps être capable de regarder très loin pour savoir où tu vas. Et c'est ce truc-là qui est le plus difficile. Et c'est, je pense, c'est sur ça qu'il faut s'armer, qu'il faut se préparer quand on est jeune et qu'on veut rentrer dans le monde de la tech. Sachant que même si aujourd'hui on a peut-être moins un contexte d'hypercroissance par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, la transformation des startups, des entreprises, elle va continuer à s'accélérer. Et donc en fait, même si ce n'est pas de l'hypercroissance, ça peut être juste de la transformation des méthodes de travail. Et en fait, ça, c'est quasiment la même chose que l'hypercroissance. C'est juste une transformation très rapide. Et donc, pour moi, tous les gens qui vont arriver sur le marché du travail maintenant et qui veulent être pertinents pendant les 10, 15, 20 prochaines années, ils vont devoir être capables de mobiliser ce genre de compétences qui sont l'adaptabilité, la capacité à être concentré tous les jours et en même temps donner du sens à ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ça mes conseils pour quelqu'un qui rentrerait sur le marché du travail maintenant. C'est essaye de prendre des compétences ou des skills dont tu vas pouvoir te servir dans n'importe quel contexte parce que c'est sûr que le monde du travail dans 5 ans ou dans 10 ans, il aura une tête très différente. C'est même, c'est clair.
Non, je pense que c'est un excellent conseil. Et une petite question en plus, là j'y pense. Ce que tu disais, on est passé quasiment à 3000 salariés. Il y a un truc qui me fascine un peu et qui m'intrigue, c'est que je me dis quand on est plus petit, il y a une culture de boîte qui relève quasiment de l'implicite. On a des valeurs communes, on a une façon de travailler, une façon d'articuler les échanges entre les autres qui est souvent commune. Il n'y a pas forcément besoin de l'expliciter. En revanche, quand on est 3000, potentiellement on attend des équipes qu'elles aient le même fonctionnement qu'on avait quand on était plus petit. Ouais. Comment on passe de cet implicite à cet explicite? Est-ce qu'on le fait d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose, toi, tu en as eu la responsabilité en tant que de DRH de Docto? Alors c'est quelque chose qu'on fait, qu'on travaille. C'est marrant que tu poses la question maintenant parce que un des trucs sur lesquels je suis en train de travailler là, vraiment, c'est dans mes mails là aujourd'hui avec le cofondateur de Doctolib, c'est qu'on remet à jour nos valeurs. Et en fait, c'est un truc qu'on fait quasiment tous les ans, tous les 18 mois en fait, okay. Plein de raisons différentes. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était au moment du Covid où en fait on s'est rendu compte qu'on allait grandir très vite, on était en train de grandir très vite, mais en même temps, on ne pouvait pas avoir le même mode d'organisation du travail parce que les gens étaient à distance à cause du Covid. Donc on se posait beaucoup de questions à ce moment-là. Là, on sait qu'on entre dans une autre phase pour Doctolib, donc c'est le bon moment. On s'est posé la question il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et donc en fait, c'est un truc c'est un questionnement qui finit jamais, mais qui est extrêmement important pour le coup. Je pense que tu as bien résumé le truc. Au tout début, c'est un peu implicite, quand tu es 2, 3, etc. Je pense que c'est le bon moment par contre pour commencer à poser les bases. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des boîtes qui le font de plus en plus tôt maintenant, qui sont très intentionnelles sur le sujet. C'est hyper important. Ouais. Camille, tu pourras en parler, vous l'avez fait pas mal aussi chez Welcome. Mais ça, c'est très important quand si tu as d'ambition pour un projet ou pour ta boîte et que tu veux la faire grandir, être capable de travailler sur ses valeurs quasiment chaque année, tout le temps. Pour moi, c'est une des clés du succès de Docto aujourd'hui. Et je pense que si on veut avoir du succès sur les 10 prochaines années, il va falloir qu'on continue à faire ce travail-là. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, pour faire la transition, on va parler un peu plus de potentiellement les modèles de croissance durable. On en a un peu parlé, tu en as parlé d'ailleurs à très juste titre. Potentiellement, on va tendre vers la fin un peu des modèles quoi qu'il en coûte. Il y a des raisons conjoncturelles qui le font, aussi peut-être un changement de mentalité. Quand je dis conjoncturel, c'est effectivement en 2023, c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. On arrive un peu à une fin de la période d'abondance en termes de capitaux, de liquidités. Donc ça veut dire avoir une vision un peu plus héroïste des entreprises, chercher un retour sur investissement plutôt que le fameux quoi qu'il en coûte. Je pense que les mentalités ont changé aussi. Comment on peut tendre vers un modèle de croissance durable? Qu'est-ce qui relève d'un modèle de croissance durable? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, nous, en plus chez Welcome to the Jungle, on n'a jamais trop pris le chemin de l'hypercroissance. On a grandi vite, mais alors parce que on n'était pas hyper serein avec ce que ça pouvait abîmer, c'est-à-dire essentiellement ta culture et potentiellement tes équipes, parce que comme c'est un peu notre carte métier que de travailler la marque employeur, c'est super important pour nous. Donc on préférait se dire on veut grandir à une vitesse qu'on maîtrise, qui est quand même rapide et ambitieuse, pour justement être maîtriser nos valeurs, notre culture, des recrutements avec lesquels on est à l'aise, etc. Et pas avoir trop de turnover, je ne sais. Je pense qu'en vérité, c'est assez intentionnel, la volonté, créer un modèle qui soit un peu pérenne, il suffit de le vouloir, quoi. Ouais. Nous, on a toujours voulu être en capacité de se dire c'est possible d'être rentable. Ça ne veut pas dire que tu l'es à l'instant T. Ça veut dire que tu es à l'aise avec le fait que ce que tu es en train de construire dans ta structure de coût, dans ton modèle de croissance, te permet, à un horizon raisonnable, pouvoir tendre vers la rentabilité. Et ça, on l'a fait depuis le jour 1. On ne l'a pas appliqué jour 1 parce qu'on voulait aller un peu plus vite, donc on a levé des fonds. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut absolument atteindre dans un horizon vraiment court-moyen terme. On vient de lever de l'argent. Mais cet argent-là, nous, on veut l'investir pour de l'expansion géographique, où là, pour le coup, tu ne peux pas être rentable dès le premier jour, sinon ça ne marche pas. Mais sur la France, nous, c'est un objectif qu'on se donne. Et donc après, soit tu décides que c'est, un de tes objectifs que d'être rentable, et donc en fait, il suffit de le décider. Et donc tu vas maîtriser tes coûts, tes investissements, ta croissance pour que ça le soit. Soit tu décides que ce n'est pas un sujet, ce qui a été un peu le modèle de pas mal de boîtes, ce qui était OK, tu vois. Et dans ce cas-là, il faut assumer le fait que tu te crées une structure qui te rend quasi impossible à un horizon conséquent d'aller chercher la rentabilité. Je pense que c'est ça qui est questionné aujourd'hui.
Moi, perso, je trouve que c'est assez sain quand même de te dire je crée une entreprise, j'embauche des gens, j'investis, tout en me disant qu'à la fin, je peux aller chercher de l'indépendance. Surtout que la rentabilité, c'est pas que financier, hein, on se parle aussi d'indépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir t'affranchir de dépendre d'investisseurs. Des investisseurs, ils viennent aussi te demander des comptes, ils ont un regard sur la façon dont tu diriges ton entreprise, etc. C'est bien parce qu'ils te financent. Il y a des moments aussi où c'est chouette de pouvoir prendre son indépendance. D'ailleurs, nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit chez Welcome to Jungle. La rentabilité, c'est pas simplement financier, quoi. C'est aussi un peu d'indépendance, quoi. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est hyper pertinent et hyper intéressant. Et je pense que via cette discussion, on a quand même commencé à ouvrir un peu des portes pour les lycéens et les étudiants, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion d'hypercroissance qui fait un peu briller, enfin ça met des étoiles dans les yeux. Et effectivement, je pense que c'était fondamental de rappeler que c'est pas une fin en soi, nécessairement, de travailler dans une boîte en hypercroissance, et que derrière, on a des véritables challenges qu'il faut être prêt ou non à relever. Ça peut être hyper intéressant, mais c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Et donc, on retiendra que aujourd'hui, de plus en plus, il va falloir tendre vers des modèles, j'imagine, de croissance durable, notamment en raison, on l'a évoqué, de cette fin d'abondance de capitaux, et plus particulièrement pour permettre de tendre vers une indépendance qui permet de faire tourner la boîte dans la direction que l'on veut vraiment en tant que fondateur, et pouvoir prendre les décisions qui assureront le bien-être de chacun. Donc merci à tous les deux encore d'être venus et d'avoir accepté notre invitation. C'était un sincère plaisir et j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Donc, merci. Merci. Si vous souhaitez en découvrir plus sur les prochains Delta Talk, n'hésitez pas à vous abonner. On sera ravis en tout cas de vous revoir prochainement sur les ondes. À très vite.